Alors, je pense que nous pouvons commencer notre soirée aînée. Bienvenue à tous qui êtes-vous avec nous ici dans la chambre Zoom et aussi à tous ceux qui nous regarderont plus tard ou qui nous regardent maintenant sur Facebook ou plus tard sur YouTube. Alors, ce soir, nous avons voulu comprendre un petit peu mieux le rôle de l'UNESCO, ce que fait l'UNESCO, parce que nous avons la possibilité de dialoguer avec Bruno Rorato, qui travaille à la représentation du Saint-Siège à Paris, la représentation du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, justement. Alors, je pense que c'est l'occasion de comprendre un petit peu. Tout le monde connaît probablement, parce qu'on a beaucoup entendu parler, c'est très présent dans les informations et dans, dans l'espace public, sans aucun doute. Mais sait-on vraiment ce que fait l'UNESCO? Et donc, nous avons l'occasion d'en parler avec Bruno. Alors, Bruno, je propose de te demander au début peut-être que tu nous racontes un petit peu ce qu'est l'UNESCO vraiment, quand est-ce que c'est né, quel est son but, parce que nous tous d'habitude, nous connaissons surtout l'œuvre, on va dire, pour la conservation du patrimoine. Ça, on le sait. Moi, quand j'étais petit, j'avais des diapositives de ce que faisait l'UNESCO au Bangladesh et je me rappelle que je racontais une fois par an à mes parents, à mes grands-parents, je les obligeais à regarder ces diapositives du Bangladesh pour voir l'engagement de l'UNESCO. Ça, on connaît. Mais qu'est-ce que c'est en fait que l'UNESCO? En direct? Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je m'excuse tout de suite parce que c'est beaucoup de temps que je parle plus français, alors peut-être qu'il y a quelques problèmes de prononciation, mais on va faire ça. Alors, je suis Bruno, je suis basé en Italie, mais depuis le mois de juillet de cette année, je travaille à l'UNESCO dans la mission de la Saint-Siège. Je travaille avec l'observateur permanent de la Sanchez qui s'appelle Monsignor Eric Sovigidi. Et plus, il y a deux stagiaires qui travaillent avec nous et qui arrivent de l'Université catholique de Milan. On a quatre personnes, on est quatre personnes qui travaillent ensemble. Et je veux dire quelque chose au niveau de l'UNESCO, parce que peut-être que pas tout le monde il connaît très bien qu'est-ce qui passe. Paris, on peut dire, la siège mondial de l'UNESCO. Et l'UNESCO, il était réalisé après la Deuxième Guerre mondiale, le mois de novembre de 1946, avec jusqu'au début seulement 44 pays. Maintenant, il y a 194 pays qui sont dedans l'UNESCO. Et je veux dire quelque chose qu'il est écrit aussi dans la webpage de l'UNESCO. Mais l'UNESCO, il est né d'une condition très, très simple, on peut dire tout de suite, pour éviter une nouvelle guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Et la condition, c'est que la construction de la paix durable ne doit pas uniquement reposer sur les relations politiques et économiques de les pays, parce que la réconciliation et le développement exigeant de fondements plus solides, profondément ancrés dans la compréhension mutuelle, le respect de l'égale dignité de le pays, de tout l'être humain aussi, et que la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, c'est très, très important. Alors, l'UNESCO, on peut dire, où il y a tous les États qui sont amis ou ennemis, qu'ils doivent travailler ensemble. Non? Et l'UNESCO, c'est une organisation des États-Unis, les Nations Unies, excusez-moi, qui cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière de l'éducation, de la science et de la culture. Ce n'est pas seulement vraiment le site le mondial de l'UNESCO. Le site mondial de l'UNESCO, je pense que c'est le 20-25% de l'activité de l'UNESCO. La plupart, c'est au niveau de l'éducation, de la science et de la culture. Et très important, c'est aussi de dire que le programme de l'UNESCO
il donne une contribution très, très importante pour l'agenda de le 2030, qui était adopté dans l'Assemblée générale des Nations Unies, Unies depuis le 2015. Et il y a beaucoup, beaucoup de conventions, des activités où l'UNESCO travaille. On parle de la Convention universelle sur le droit de l'homme, le programme sur l'homme et la biosphère, la Convention du patrimoine mondial, ça c'est la plus connue, mais c'est pas seulement ça, et aussi la Convention pour le sauvegarde de patrimoine culturel immatériel. C'est aussi pas seulement matériel, mais aussi immatériel. Et j'ai déjà dit qu'il y a 194 États qui sont membres et le conseil exécutif, ça veut dire, on peut dire, le pays qui fait vraiment qu'il gère, qu'il conduit, on peut dire. L'UNESCO s'est formé de 58 pays qui sont élus pour le vote de la conférence générale. La conférence générale de l'UNESCO, il est convoqué tous les 2 ans. Et la Sanchez, ça c'est très intéressant, n'est pas un État membre, mais seulement un observateur permanent. Pourquoi? Ça, c'est une décision de la Sanchez jusqu'au début de l'UNESCO, parce que la Sanchez, il ne veut pas avoir l'obligation, on peut dire, de suivi de recommandations de l'UNESCO qui ont été approuvées, mais qui ne sont pas alignés avec on peut dire, le pensée de la Sanchez. Et ça, c'est très difficile parce qu'on n'est pas un membre officiel. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voter, on n'a pas le droit de parler la plupart de leurs rencontres. Seulement, quand il y a la conférence générale ou il y a quelques rencontres particulières, on peut parler pendant la rencontre. Autrement, on n'a pas le pouvoir de faire ça parce qu'on est seulement des observateurs. Et ça, c'est un truc pour moi qui était au début très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de discussions dans les rencontres qu'on fait et beaucoup de fois, je dis, pourquoi on peut pas dire quelque chose? Ça, c'est vraiment, on peut dire, un choix de liberté de la Sanchez que c'est très, très aussi intéressant. Et la vision de l'UNESCO, il dit comme ça, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et de femmes. C'est dans l'esprit des hommes et de femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ça, c'est très, très intéressant parce que la vision de l'UNESCO, il dit que les guerres, il arrive, on peut dire, dans le cœur de l'homme. Alors, c'est là-bas qu'on doit travailler. On doit travailler pour développer l'amitié avec le pays. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup sur au thème de l'éducation, de la science et de la culture. Euh, on peut dire aussi que l'UNESCO il dit toutefois que on doit partager notre humanité et avec une connaissance accrue et solidarité morale, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes urgents de notre époque. Il y a 2000 personnes qui travaillent à l'UNESCO, beaucoup de personnes, et il y a les délégations de tous les pays. Il y a des délégations qui sont là-bas à Paris tout le temps, de 194 pays. Il y a des délégations de pays plus petites qui viennent seulement quand il y a des rencontres très, très importantes. Mais je peux dire que, encore une fois, que le début, la vision, le scope de l'UNESCO, c'est vraiment de aider pour gérer la paix, mais on a aussi, pendant cette période, on connaît tout le monde, les guerres qu'on a. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que l'UNESCO est vraiment capable de supporter la paix? Parce que je fais des rencontres à l'UNESCO à Paris avec les personnes de la Russie, les personnes de l'Ukraine, les personnes de la Palestine, les personnes d'Israël. Et alors, c'est incroyable de voir ces personnes qui sont ennemies, qui sont en guerre, qui cherchent de travailler ensemble
au ce niveau. Et ce n'est pas difficile parce que quelquefois, on peut écouter de déclarations très, très fortes, la Russie avec l'Ukraine, l'Ukraine avec la Russie, la Palestine avec Israël. Et c'est vraiment, on peut dire, c'est vraiment un défi très, très fort, à mon avis, mais c'est très, très intéressant. Surtout pour la présence de la Sanchez là-bas, qu'il est dedans cette discussion, dedans cette contexte, on peut dire. On reviendra sur ces questions un peu plus tard, mais sur les choses que tu viens de dire, maintenant j'ai deux questions. Tu as dit que l'UNESCO était très impliqué sur l'agenda 2030. Alors, c'est quoi cet agenda 2030? Et là, OK. Voilà. Non, l'agenda 2030, c'est une agenda mondiale qui a été définie dans les Nations Unies. Et on peut dire la chose plus importante, c'est réduire, et c'est tout au niveau de réduire le problème de la contamination, De la pollution, c'est, oui, de la pollution, c'est de le réchauffement euh, climatique. oui, climatique, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, c'est, on peut dire, tous les thèmes qui sont les plus importants aujourd'hui sur la sustainabilité, sur le développement durable. Ça sont les choses plus importantes de cette agenda. D'accord. Et puis, tu as dit que le CNCH n'est pas un membre, mais simplement un observateur. Et Oui. tu as dit que c'est aussi pour ne pas devoir appliquer certaines recommandations. Je voudrais comprendre, mais les décisions que prennent l'UNESCO, par exemple, elles sont obligatoires d'application, donc ils ont un pouvoir législatif qui est au-delà, qui est plus fort que le pouvoir des États? Ça, c'est une très bonne question. Alors, les recommandations que l'UNESCO il va définir sont pas obligatoires au niveau de loi. On peut dire que les pays ne sont pas obligés d'appliquer ce que l'UNESCO il va définir. Mais il y a plus en plus de règles de contrôle, on peut dire, que les pays qui sont part de l'UNESCO et qu'il a approuvé cette recommandation, il doit vraiment donner, il doit vraiment mettre en place des actions qui suivent cette règle. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire au niveau de l'eau, mais plus en plus, l'UNESCO il va vérifier si le pays qui a déclaré officiellement qu'il va faire ça. Après, c'est vraiment géré et on peut dire, fait dans le pays. Ok. Et alors, je continue sur ce thème-là, justement. Je vais poser, ça c'est pour tout le monde, je pose certaines questions maintenant, et puis après, on laissera un quart d'heure, 20 minutes pour que vous puissiez aussi intervenir ou poser vos propres questions, hein. Justement, pour continuer un petit peu sur ces directives, on va dire, ces recommandations que donne l'UNESCO, on a, alors moi je vous dis ça comme observateur extérieur, on va dire, on a souvent un peu l'impression que les organisations internationales, on peut penser aussi à la communauté européenne, etc., ils Mhm. ont leur propre agenda et souvent c'est une agenda qui est très progressiste en matière d'éducation sexuelle, de genre, etc. Alors, je voudrais comprendre, avant tout, c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment disons, une vision mondiale qui est en quelque sorte parce que tu as dit auparavant, excusez-moi, je termine pas ma phrase, mais tu as parlé des guerres qui arrivent dans le cœur de l'homme, hein. Oui. Donc, tu dis ça c'est proche un peu de notre vision aussi, hein, de notre vision en tant que chrétien. Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a un regard anthropologique différent entre celui que porte l'Église et ce que portent ces grandes organisations. Alors, je voudrais comprendre si vraiment c'est comme ça ou si au contraire tu penses que c'est un peu exagéré cette vision. Non, je veux dire que c'est pas vraiment exagéré. Et je peux dire que moi, jusqu'à c'est jusqu'au début de juin que je travaille à l'UNESCO, j'ai découvert qu'il y a vraiment euh, un groupe de personnes, un groupe de pays, un groupe de personnes qui donnent aussi, qui donnent d'argent pour
pour activer, pour développer une culture que moi j'aime très bien, qu'est-ce qu'il a dit Benoît XVI, quand il appelait cette culture la dictature de le relativisme. C'est-à-dire que l'homme, et la science comme le maître du monde, comme le centre du monde. Et j'avais pas réalisé qu'il y a vraiment un projet. euh, et particulièrement, il y a trois points où cette culture, on peut dire, euh, on peut voir cette culture qui est pas tout le pays, mais beaucoup de pays, ils sont actifs pour implémenter cette culture. La première chose, c'est que la religion, le mot religion, ne doit pas figurer dans le document, car il s'agit d'un élément personnel et pas d'un élément culturel et social. Ça, c'est incroyable, parce que c'est évident que la religion, toutes les religions sont en expérience personnelle, mais aussi culturelle. Euh, et on a beaucoup de discussions pendant les réunions de l'UNESCO pour dire non, on ne veut pas la parole religion. Ça suffit d'avoir la parole culture. Mais ça, c'est vraiment pour dire que la religion, c'est une chose personnelle, c'est une chose qui n'a pas une implication au niveau de la société, au niveau culturel. Ça, c'est, à mon avis, très, très fort, cette point. Le deuxième, la famille n'est pas forcément nécessaire pour l'éducation de la jeunesse. On a discuté beaucoup ces points parce que la Sanchez, il a demandé de avoir dans le document de l'éducation qu'il était jusqu'à mis à jour pendant les derniers mois, d'avoir la famille aussi dedans l'activité d'éducation de la jeunesse. Mais il y a beaucoup de monde qui dit non, la famille, ce n'est pas forcément nécessaire parce que euh, une personne peut naître au dehors de la famille, d'un père ou d'une mère. Et ça veut dire qu'il y a tout le problème de la possibilité d'avoir une personne avec le technique biologique que déjà on connaît. Et la troisième chose très intéressante, à mon avis, c'est que la réalité n'est pas tout le temps le point de départ. Le point de départ est ce que je ressens. Et ça, c'est vraiment la base de l'idéologie de le gender. On a discuté beaucoup pendant le mois de juin et juillet parce que il a cherché de demander que tout le pays dans le monde, il doit faire de l'éducation sexuelle jusqu'à début de les premiers, avec les petits enfants, les premières écoles, pour expliquer que le sexe, c'est pas quelque chose que chaque personne il a, mais c'est quelque chose que tu peux choisir, non? Et ça, c'est, à mon avis, ces trois éléments il y a vraiment de personnes qui travaillent beaucoup ensemble et il y a ici on peut dire un accord géopolitique. Euh, je veux dire qu'il y a deux pays qui, je sais pas, qu'il a beaucoup d'argent, peut-être l'Amérique ou autre pays, qu'il propose cette position. Il y a beaucoup de pays qui suivent cette pays seulement parce que peut-être il y a de support d'argent militaire, politique, et ils sont d'accord avec cette position. Pas pourquoi ils sont vraiment d'accord, mais parce que pour ce pays, c'est convenient d'être avec cette groupe de pays, on peut dire, non? Et alors, tels sont les défis posés par la culture dominante, comme je dis, qui place l'homme et la science comme la maître du monde, non? Alors, comme je dis, c'est très, très difficile comment dire, de être là-bas dans cette discussion avec, on peut dire, une activité effective quand on n'a pas la possibilité de parler, on n'a pas la possibilité de voter les différentes propositions de le pays. Mais c'est très dur ce que tu dis là, hein, parce que tu es en train de nous dire qu'une organisation qui est née pour, pour éviter une nouvelle guerre mondiale, pour le bien et la réconciliation,
en fait, est le jouet d'idéologies qui n'ont rien à voir avec vraiment ce désir de réconciliation, parce que tu nous dis qu'il y a des intérêts géopolitiques, des intérêts d'armement, de guerre, etc. Euh, Oui, il m'a dit qu'au début de l'UNESCO, il était vraiment plus on peut dire, en réalité de coopération, non, avec le pays. Maintenant, plus en plus, c'est c'est vraiment, c'est plus en plus politique qu'il ne doit pas être, parce que c'est pas comme les l'OTAN, Nations Unies. oui, On peut pas faire, on n'a pas l'UNESCO, il n'a pas le pouvoir de fait de, je sais pas, euh, de de condamner. coalition avec Palestine et Israël, par exemple, non? Il y a beaucoup de monde qui pousse pour vraiment faire l'UNESCO comme il doit être. Je ne veux pas dire que c'est tout comme ça, mais cette nouvelle culture, on peut dire, ou cette culture que j'appelle dictature de relativisme, c'est très, très fort, vraiment très, très fort. Alors toi, quel est ton travail? Tu es là depuis, tu as dit 4 mois, plus ou moins. Qu'est-ce que tu fais dans ce bateau, on va dire? Hein, bonne question. Alors, moi, je fais, je peux dire deux choses. La première, c'est la plus importante, ça veut dire les relations avec les ambassadeurs de les différents pays. Parce que la seule possibilité qu'on a de proposer les positions de la Saint-Siège, c'est d'avoir de pays qui sont alignés avec la Saint-Siège, qui sont d'accord avec la Saint-Siège. Et aujourd'hui, c'est incroyable, mais il y a beaucoup de pays, la Russie ou les pays à côté de la Russie, qui suivent la proposition de la Saint-Siège, surtout au niveau de l'égalité de femmes et de hommes, non? Qui sont contraires avec l'idéologie de le gender. Il y a beaucoup de pays islamiques qui ils donnent le support à la Saint-Siège sur l'éducation, sur la sexualité, sur la famille. OK, on connaît que les pays islamiques, il y a d'autres problèmes au niveau d'égalité avec la femme et les hommes. Et il y a aussi des pays africains. Et, alors, cette relation avec les ambassadeurs de l'autre pays, c'est très important parce que on voit que quelquefois, OK, le pays il est déjà aligné avec ce que la Sanchez il veut, on peut dire, proposer, mais beaucoup de fois, il est aussi on peut dire, en chose qu'il devient pour l'amitié, pour le respect, pour la vraiment oui, on peut dire le respect non, de la Saint-Siège. Et il y a beaucoup de discussions. Ça peut dire c'est vraiment un travail personne par personne. Non? Pour ce cas, c'est pays pour pays, on peut dire. Mais il y a beaucoup de pays. Alors, c'est pas facile de parler avec tout le monde parce qu'il y a comme je dis, 194 pays là-bas. Ça, c'est la première chose, mais c'est la plus intéressante parce que j'ai maintenant déjà des amis de beaucoup de pays du monde et c'est très, très intéressant. La deuxième chose, c'est moi, je suis particulièrement engagé dans les activités de conférences scientifiques parce que je suis un chimiste. Alors, Monsieur Sobiguil, il m'a demandé de suivre toutes les choses qui sont liées avec science, on peut dire. Mais pourquoi? Parce que on voit, je parle surtout de l'intelligence générale, l'intelligence artificielle, parce qu'on attend une révolution humaine sans précédent et particulière euh, pour l'implémentation de l'intelligence artificielle. L'UNESCO, il a déjà défini des règles éthiques pour utiliser l'intelligence artificielle, on peut dire pour choses positives, pas négatives, mais il y a beaucoup de risques là-bas. Et on sait qu'il y a déjà des pays qui font de vérification de le cerveau des enfants afin d'identifier potentiel génie scientifique. Il y a déjà beaucoup de monde qui utilise l'intelligence artificielle
pour vraiment, il va changer, on peut dire, l'attitude des personnes ou de la société. Il y a un pouvoir dans l'intelligence artificielle très, très fort qui peut être très, très négatif. Et alors moi, je suis particulièrement cette chose. Je veux dire aussi que tous les fois que, comme Sanchez, on participe à des rencontres, à des conférences, on doit envoyer un rapport au secrétariat de la Sanchez, Parolini, qui c'est le secrétaire d'État de la Sanchez. Et ça, c'est très important parce que avec cette information qu'il arrive dans l'UNESCO, mais qu'il arrive aussi dans autre part du monde, à l'Église, le pape et toutes les personnes qui gèrent l'Église, il peut connaître qu'est-ce qu'il passe et quelles sont les choses plus importantes. Et c'est pour ça que le prochain message de la paix du pape Francesco, qui va être officialisé, je pense, le 1er janvier 2024, il va être tout sur l'intelligence artificielle. Et c'est incroyable parce que normalement, le message de la paix, c'est sur la paix, je sais pas, sur la solidarité. Et, et c'est incroyable que le pape, il a décidé de faire ce message, surtout pour le risque de l'intelligence artificielle. Et alors justement, le Saint-Siège, on peut un peu se demander, il est là comme observateur, mais ok, tu as déjà un peu parlé de son utilité en tant qu'observateur pour les dialogues, etc. Quelle est la position, on va dire, originale que l'Église catholique propose dans une telle organisation dont tu ne nous as pas vraiment fait un panorama plein de laudes? Donc, d'où est-ce que c'est possible? Où vois-tu, de quoi pouvez-vous recommencer? De quoi pouvez-vous, qu'est-ce que vous pouvez Hmm. proposer vraiment de nouveau là dans cet Ça, enseignement? c'est très intéressant et je peux dire que j'ai vraiment découvert pendant toutes les rencontres que je fais jusqu'à maintenant. Il y a deux choses que moi je vois très, très importantes. La première, c'est de travailler sur le sens religieux, sur le sens du mystère. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écouté de chefs de l'État ou de personnes très, très importantes au niveau de la science, pas catholique, qui a dit, mais ça, ici, le problème, c'est pas de définir de règles pour éviter de problèmes sur l'intelligence artificielle, sur, sur l'idéologie gender. Il a dit, ça, le problème, c'est que l'homme, on veut construire, que c'est la société que nous voulons construire. Je veux dire que les personnes qui sont vraiment, on peut dire, réalistiques, qu'il a encore un sens de mystère, un sens de la vérité, de la réalité, il arrive à poser cette question. Il arrive à poser cette question, mais pas, ici le problème, c'est pas seulement de définir des règles, parce qu'on peut faire des règles parfaites, mais pas tout le monde il va suivre les règles, peut-être. Ça, c'est un autre le problème. On doit définir que c'est l'homme, que c'est la société qu'on veut construire. Alors là-bas, la Sanchez, il peut donner vraiment un grand, grand support pour sortir, on peut dire, le sens religieux, le sens du mystère qu'il y a dedans tout le monde, toutes les personnes. Et il y en a beaucoup qui arrivent à ce point. La deuxième chose, c'est... OK, Attends, je peux te poser une question sur ça, je voudrais oui. comprendre. C'est l'aspect personnel, c'est des personnes avec qui tu rencontres, vous rentrez en contact et tu vois chez eux, ou c'est un point de vue qui est lié à la culture du pays, et donc là aussi on retrouve à nouveau des frontières entre les pays. Ah, c'est des personnes qu'il a parlé officiellement pendant les conférences. Alors, il a parlé, je pense, bien sûr, à niveau personnel, mais pas seulement personnel, parce qu'il a parlé vraiment comme premier ministre de l'État, je ne sais pas, de l'Amérique latine ou d'autres pays. Je peux dire que je ne vois pas ça en Europe. Je ne vois pas ça du tout. Je vois ça, cette message qu'il arrive de l'Amérique latine, qu'il arrive de pays de l'Afrique, qu'il arrive de les Philippines,
il y a beaucoup de monde qui est pendant de dire, waouh, ici, on va faire quelque chose de très, très dramatique, plus que la guerre. On va détruire l'homme. Et ça, à mon avis, c'est très, très intéressant parce que toutes les fois qu'on peut parler ou qu'on peut envoyer de documents euh, à tous les pays, à toutes les délégations qui sont présentes, parce que quelquefois, on va envoyer la position de la Sanchez à tout le monde pour demander, on peut dire, on support de ça. Et je vois que ça, c'est très, très important. Merci. Oui. Non, et la deuxième chose, j'ai découvert, OK, je peux dire que c'est une chose très, pas sympa, mais c'est une chose que j'aime beaucoup. Quand, pour beaucoup de mois, je travaillais tout seul avec Monsieur Sovigidi parce que les stagiaires, ils n'étaient pas là-bas. Et après, sont arrivés les stagiaires le mois de septembre. Et on a fait une rencontre, nos quatre, notre mission, on peut dire, pour définir qu'est-ce qu'il fait à quoi, et quelles sont les responsabilités. Et Monsieur Sovigil, il a dit, OK, on va faire, on rencontre toutes les semaines, Bruno il va suivre cette chose, Martine va suivre une autre chose. Et moi, je veux aussi qu'on va prier ensemble avant de partir toutes les semaines. On va faire la messe quelquefois à chez moi. On va avoir le petit déjeuner ensemble, non? Et tout de suite, moi, je considérais cette proposition de Monseigneur Sovigili comme part de la liste de choses à faire. Et le jour après, je dis, waouh, mais ça, c'est pas ça. Ce sont pas deux activités avec les autres. Ça, c'est la possibilité de vivre nos quatre, on est là-bas, la communauté, une communauté. Alors, la deuxième chose que je veux que c'est très important pour nous qui sommes là-bas, mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est vraiment de l'existence de la communauté où les valeurs sont vécues et pas seulement proclamées et défendues. Aussi, c'est on est seulement quatre personnes. Et on a beaucoup de difficultés d'engager toutes les autres personnes qui sont là-bas et tous les pays qui sont représentés. Mais on est quatre personnes. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde qui vient à trouver nous, aussi d'autres religions, et seulement pour vivre en amitié ensemble, pour discuter ensemble de choses. Je suis été très, très étonné, je ne sais pas si on dit comme ça, de ces choses, parce que je pense que c'est une petite chose, mais c'est la chose plus importante que la réponde à cette situation. Il doit être aussi la discussion, la revue de le document, la bataille, on peut dire, culturelle. Mais c'est très, très important vraiment d'être en communauté pour communiquer. Si on vit quelque chose, on peut communiquer quelque chose. Autrement, on communique seulement en position culturelle. Merci beaucoup, ça c'est très important. J'ai juste une petite dernière question et puis après vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Euh, tu as dit que l'UNESCO était aussi au cœur des conflits, hein. Là se retrouvent Ukraine, Russie, le Hamas, enfin le Hamas pas, mais la Palestine et Ouais. Israël, j'imagine, je sais plus, enfin bref, il y a des conflits un peu partout, malheureusement. Et je voudrais comprendre si c'est un endroit de revendication ou bien c'est un endroit où les gens arrivent vraiment à se parler parce qu'il y a justement un endroit démilitarisé en quelque sorte, où il y a possibilité de créer un dialogue qui pourrait porter des fruits plus tard, ou bien c'est plutôt un endroit de revendication. C'est plutôt l'endroit de revendication parce on n'a pas la possibilité à l'UNESCO de gérer de accords avec le pays. Euh, mais tout le temps, l'UNESCO, le directeur, le conseil général de l'UNESCO, il propose de supporter les pays où il y a la guerre avec le support pour l'école, pour les migrations, pour ces choses, parce que c'est ça que l'UNESCO il peut faire, tu sais.
Mais c'est vrai, moi je demandais, mais pourquoi il y a euh, il y a de pays d'ambassadeurs qui fait de critiques politiques et militaires de l'UNESCO parce que c'est ok, c'est pas la place pour faire ça. Et il n'aide pas pour gérer et pour générer une collaboration avec les autres pays, tu sais. Mais et la réponse que j'ai écoutée, c'est que il y a beaucoup de pays qui demandent à l'ambassadeur qu'il est là-bas de faire ça pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques. Mais, OK, ça c'est, à mon avis, c'est vraiment les défis qu'il y a à l'UNESCO aujourd'hui, qu'il doit être plus et plus ce ce qu'il veut être, il doit être. Autrement, on a seulement de débats politiques. Merci beaucoup. Ouais, Merci de beaucoup. rien. Alors, je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, qui est dans la salle, et qui veut, enfin, dans la salle Zoom, et qui veut poser une question. Nous avons même des personnes qui ont même collaboré avec l'UNESCO avec nous. Donc, peut-être que vous voulez corriger quelque chose ou raconter d'une autre expérience que vous avez faite. Si vous voulez, Anne-Sophie, je ne sais pas. Ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un veut. Alors, moi, mon métier, c'était la traduction. Alors, j'ai pas fait vraiment, euh, j'ai pas eu cette impression parce que j'étais vraiment pendant un moment très, très rapide. Vous voyez, c'était 2 mois et un stage d'1 mois et demi. Alors, c'était tout 3 mois et demi. J'ai pas eu euh, l'occasion de découvrir ces points. C'est pourquoi je me sens pas bien placée pour en parler. Oui. D'accord. Comme traducteur, on entend beaucoup de choses pourtant, hein. Beaucoup, beaucoup de choses. Merci. Moi, Marie-Agnès. Oui. moi j'avais une question pour Bruno. C'était pour mieux comprendre. Donc, tu es arrivé là depuis le mois de juin, mais un peu savoir ton itinéraire avant pour essayer d'imaginer comment on atterrit dans cet endroit-là et avec quel bagage, quelle expérience, quel passé. Enfin, voilà. Pour, euh, pour comprendre aussi, voilà, tu arrives d'un autre monde. Enfin, voilà, ce que tu avais vécu avant et comment ça t'a fait arriver là. Ah, très bien, ça c'est très intéressant. Alors moi, je suis en retraite depuis l'année dernière et je travaillais pour beaucoup de temps depuis le 1992, je peux dire 30 ans, dedans une multinationale américaine de chimique. Et mon travail plus important, les Américains, ils pensent que ce qu'il était défini dans les Américains, c'est la chose plus bonne qu'il existe dans le monde. Alors, il appelait cette chose MTE, MET, Most Effect Technology. Ça veut dire la notre technologie, c'est la plus bonne de tout le monde. Et mon travail, il était je travaillais en Italie, mais je travaillais au niveau de tout le monde, non? Mon travail, il était de discuter avec les autres pays, le chinois, l'italien, l'européen, euh, les africains, pour voir de appliquer les règles des Américains dans leur pays. Et beaucoup de fois, je discutais avec mon boss de les États-Unis. Je dis, mais ça, c'est pas applicable ici. Pourquoi vous dites que ça, c'est la seule manière de faire ça? Non? Et les Américains, rien à faire. Ça, c'est notre règle. On doit faire comme ça. Alors, je trouvais beaucoup de fois de manières pour gérer, on peut dire, pour trouver une solution, de dire qu'on va appliquer ce que l'Américain il va faire, mais on va changer quelque chose, on va adapter, on peut dire, cette règle dedans le pays, le contexte de le pays. Alors, je veux dire que je fais beaucoup de travail politique, on peut dire, dedans le monde de la chimie. Et c'est passé bien, on peut dire, non? Alors, j'ai reçu la proposition de ce travail à l'UNESCO. Je dis, waouh, ça c'est presque un peu la même chose que, ok, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est le même truc peut-être
que je suis déjà pendant de faire dans mon usine. Et c'est plus grand parce on va travailler avec tout le pays du monde. Alors je dis, OK, on va voir. Peut-être que c'est pas. Et je veux dire, je fais 2, 3 mois, 2 mois de test, on peut dire. Et, et pour moi, je trouvais ça très, très intéressant parce que je découvre, OK, c'est comme une porte qui s'est ouverte parce que là-bas, c'est possible vraiment voir qu'est-ce qui passe dans tout le monde. Au niveau culturel, au niveau de l'éducation, au niveau de la science, au niveau... à l'UNESCO, il parle vraiment de ce qu'on va voir les prochaines années. Et on va discuter comment régler cette chose qu'on va voir les prochaines années au niveau de l'école. Parce que je parlais de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, il va changer complètement la manière de faire l'école. Complètement, il va changer. Ils sont déjà pendant d'étudier comment on va construire les nouvelles écoles, comment on va faire, parce que l'étudiant peut-être qu'il n'a pas plus de choses il va changer complètement la méthode aussi, probablement. Alors, c'est très, très, très intéressant. Je ne sais pas si je répondu très bien à la question, mais merci. Je continue sur cette question-là, justement. En fait, moi, j'avais entendu aussi parler de cette demande du Saint-Siège qui cherchait un collaborateur pour Paris. Je m'étais un peu renseigné. Le salaire qu'il proposait était inexistant, en fait. Hein, on va le dire carrément. Donc, je pense que pour faire ce genre de service, il faut, on va dire, une appartenance. Il faut comprendre qu'on fait ce travail pour quelque chose de plus grand, pour l'Église, et pas pour devenir riche. Bon, pour le contenu sûrement, mais sûrement pas pour. Bon, c'est pour ça que tu es pensionné aussi, probablement. Il cherchait quelqu'un de pensionné. Non, et aussi une autre chose, il y a la possibilité de connaître très très bien comme l'Église il marche, parce qu'on est tout le temps connecté avec la Saint-Siège. On peut faire rien qui n'est pas prouvé dans la secrétaire de la Saint-Siège. Aussi, quand on fait des interventions, on va écrire quelque chose, on doit avoir l'approbation de le secrétaire d'État de la Sanchez. Mais ça, je pense que c'est normal parce qu'il y a beaucoup de. La Sanchez, il a 80, 82, 83 nunci, comme on dit, Nonce. nonce, et tout le monde, et toute cette nonce, il travaille dans tout le monde et il va prendre de position. Alors, aussi nous, Monsieur Sovigili, ce n'est pas un nonce, mais on est dans un contexte mondial. Alors, tout le monde, il doit, on peut dire, marcher vers la même direction. C'est pour ça que la Sanchez, il demande que tout le monde qu'il va faire quelque chose, il doit avoir l'approbation de la Sanchez. Mais ça, c'est pas très facile parce que quelquefois, on n'a pas du temps de demander l'approbation avant de faire une action ou quelque chose. Non? Mais c'est intéressant parce que j'ai découvert que dans la Sanchez, il y a beaucoup, beaucoup dans le dicaster de l'homme, il y a 60 personnes qui travaillent là-bas, qui suivent toutes ces choses pour l'intelligence artificielle, pour la défense de l'eau. C'est un monde incroyable. Oui. Et il y a aussi une académie de personnes très, très importantes qui suivent toutes les activités plus techniques, on peut dire, qui va à donner le support à le pape et à tout le monde pour faire des propositions qui sont raisonnables, on peut dire. Non? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Moi, je voudrais poser une question, Oui. justement par rapport à ce que est en train de nous expliquer Bruno. Je pense, par exemple, souvent on a un petit peu l'expérience de petits groupes
où on apprend à parler ensemble, à s'écouter, et où des fois c'est donc il s'agit aussi de euh, d'avoir un jugement commun ou de comprendre ensemble quelque chose. Donc ça m'intéressait parce que je l'ai un peu découvert en écoutant Bruno, qu'est-ce qui se passe quand cette expérience de travailler ensemble à un niveau aussi important, 194 pays, comment est-ce qu'on arrive à se parler, à s'écouter, à décider des choses ensemble? Enfin, comment ça s'élabore tout ça? Parce qu'il me semble qu'il faut une grande discipline, une grande méthode, une grande patience et un grand respect. Enfin, bon, j'aimerais bien l'entendre parler un peu plus de ça parce que je ne m'étais jamais posé la question avant. Merci beaucoup, Marie-Michel. Ça, c'est très vrai. Le processus est très, très long. Et il y a cette comité conseil exécutif central où il y a seulement, on peut dire, 58 pays qui gèrent les premières propositions. Et il y a déjà là-bas euh, dedans le conseil exécutif on rencontre chaque 3 mois. C'est très, très intense. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de discussions là-bas. Et normalement, il y a quelques personnes ou quelques groupes, quelques commissions qui vont préparer un document, on peut dire. Je peux mentionner le document sur l'intelligence artificielle, sur les règles éthiques de l'intelligence artificielle. Il va proposer un document. Et après, cette personne, il va regarder parole per parole le test ensemble. Et quelquefois, on est resté là-bas jusqu'à la nuit pour discuter en paroles, en mots, en phrases. Et parce qu'ils cherchent d'avoir un consensus de tout le monde. Seulement quand il y a vraiment de difficultés, on va faire de votation pour chercher la majorité. Mais normalement, on cherche trouver le mot ou le texte qui est acceptable pour tout le monde. Ça, c'est la première étape, c'est le conseil exécutif. Après, le conseil exécutif, il va envoyer le document à tout le monde, à tous les autres pays. Les autres pays, il va envoyer de changements, de propositions. Et il y a encore des commissions où il y a le conseil exécutif plus les pays qui a demandé de faire du changement, il va discuter encore. À la fin de ce process, pendant la conférence générale, que c'est la seule entité, on peut dire, qu'il peut approuver finalement un document, et ça, comme je dis, il vient chaque 2 ans, il y a la conférence générale où il y a l'approbation, ou il n'y a pas l'approbation du document, mais il prend beaucoup, beaucoup de temps avant que un règlement il va être approuvé, peut-être 2 ou plus de 2 ans, parce que c'est très difficile. C'est vrai qu'il y a normalement un bon respect entre les différents pays. Ils cherchent Et après, il y a beaucoup de rencontres avant et après le rencontre officielle. Ils cherchent de, d'avoir on peut dire, un accord avant la rencontre officielle. Autrement, il n'est jamais terminé. Mais c'est difficile. C'est un process très, très long. Je voulais poser une autre question. Tout à l'heure, tu as parlé de, enfin, tout ce qui se passait, tout ce qui se posait comme défi pour le futur. Et je me demandais, à travers toutes ces discussions, est-ce que tu fais l'expérience, est-ce que ça peut se produire, qu'il y ait des changements de position? Est-ce que des gens changent de... Est-ce que dans ces dialogues, il y a des changements de Oui, personnes ou d'État ou... non, non, oui, oui, je pense oui. Surtout au niveau maintenant,
UNESCO, il travaille beaucoup pour avoir plus et plus de, il l'appelle réserve de protection de la biosphère. Il y a déjà, je pense, plus que 100, 180 réserves de biosphère dans le monde. Et il y a beaucoup de pays qui au début, il n'est pas d'accord de gérer ça dans le pays, mais après beaucoup de discussions, après beaucoup de propositions et de support, parce qu'il y a beaucoup d'experts, on peut dire, dans l'UNESCO, qui sont disponibles à aller à visiter le pays et donner le support pour l'implémentation des activités, qu'il peut être en réserve, il peut être en école, il peut être de training pour les personnes. So, je pense que oui, la réponse est oui, mais c'est un travail aussi, c'est un processus, on peut dire. Si. Oui, Bruno, tu m'entends? Oui, Dino, on Oui, t'entend. oui, Oui. Oui, tu as raconté l'histoire que la société américaine voulait imposer cette façon de voir oui, par tous les pays. Nous, on a pas mal parlé du synode, des problèmes du, disons, de la foi vécue dans des cultures différentes, toutes les questions qui se posent. Alors, est-ce que dans l'Église, à ton avis, ce n'est pas comme dans ton entreprise? C'est-à-dire, est-ce que on tient compte des différences culturelles et oui, culturelles et des traditions des différents pays quand on présente des idées, des propositions, voilà. Ou est-ce que c'est comme dans ton entreprise ou est-ce que c'est un peu différent, voilà. Ah, ça, c'est difficile, hein, répondre à cette question. Moi, je écoutais de personnes qui étaient pendant le dernier synode, synode sur la synodalité à Rome, hein, et il m'a expliqué que la chose plus importante que le pape il a cherché de faire pendant cette semaine, c'est de donner la possibilité à tout le monde de parler, à tout le monde de donner les propositions ou de poser sur la table de problèmes. Moi, je pense que l'Église, c'est pas la même chose que la société américaine où je travaillais. Je pense pas que c'est la même chose. Parce qu'il y a vraiment, il y a des difficultés aussi dans l'Église, ça c'est bien évident. Mais il y a une origine que c'est différent. L'origine, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas la domination je sais pas, de l'entreprise qui vont rentrer dans un marché par tout le monde. Il y a une autre origine que c'est la foi, que chez Jésus. Et non, je pense que c'est pas la même chose. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, pour être plus et plus ensemble, pour écouter tout le monde et toutes les différences. Mais moi, j'espère que ça va monter, ça va améliorer. Oui. Moi, Oui. j'avais une petite question sur, tu as parlé des ambassadeurs. Alors, je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Chaque pays a un ambassadeur à l'UNESCO qui est Oui. spécifique pour l'UNESCO et ils sont nommés pour combien d'années et est-ce qu'après c'est le même ambassadeur, enfin, ces mêmes personnes, elles peuvent être pour un certain mandat à l'UNESCO, ensuite, je sais pas où, en Italie, ensuite en Équateur, enfin, est-ce que ce sont les mêmes personnes ou est-ce que c'est pas les mêmes ambassadeurs que ceux qu'on a dans nos pays? Ah, ça, c'est une bonne question. L'ambassadeur, c'est nominé par l'État, ça, c'est évident. Chaque État, il a deux règles différentes, c'est pas le même. Normalement, l'ambassadeur, il reste 4, 5 ans là-bas et il peut être aussi renominé, mais ça dépend beaucoup, beaucoup de la règle de le pays. On doit dire aussi que l'ambassadeur, c'est pas seul. Il y a avec l'ambassadeur la délégation de le pays. Euh, le Chinois, par exemple, la Chine, la délégation de la Chine, qui est là-bas à Paris tout le temps, ils sont 16 personnes. C'est beaucoup de monde.
parce qu'il y a toutes les personnes qui sont spécialisées pour les différents thèmes de l'UNESCO, l'éducation, euh, l'école, le patrimoine. Alors, il y a l'ambassadeur, il y a la délégation. Aussi, la délégation, c'est nominé par l'État, donc chaque État. Et il y a quelques pays très, très petits qui ne sont pas là-bas tout le temps. L'ambassadeur s'est nominé, mais il vient à Paris peut-être seulement pendant le conseil exécutif ou quand il y a la conférence générale, parce que c'est trop cher rester là-bas à Paris pour cette pays. Parce que je connais des pays que je connais c'est pas l'existence, Santa Lucia, de pays très très petits où il y a, je sais pas, 150 000 personnes seulement. Alors, ça marche comme ça. La plupart, ils sont là-bas avec la délégation et l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, c'est en position politique. Alors, c'est le pays qui va définir qui c'est la personne et pour combien de temps. Parce que aussi, si le pays va changer le gouvernement de le pays, qu'il était à la droite, il va changer à la gauche. La gauche, il va changer l'ambassadeur. Il veut avoir un ambassadeur qui va assuivir on peut dire, la position de le nouveau gouvernement. Tu as parlé justement de la Chine. J'ai aucune idée de quelle est la position de la Chine, par exemple, sur toutes ces révolutions, sur la question du genre, etc. Ils ont une position précise Oui, oui, oui. qui est plutôt progressiste ou plutôt Non, c'est traditionnelle. plutôt conservateur. D'accord. Oui, oui. Elles sont très, très fortes, hein, sont engagées partout, hein, sont très, très, très... Il y a la présence de la Chine dans beaucoup, beaucoup de commissions de travail. D'accord. Bien, est-ce qu'il y a Et, encore et- quelque... Oui, pardon. non, non, seulement, je veux dire, une chose aussi intéressante, c'est de rappeler que les États-Unis, ils sont retournés à l'UNESCO jusqu'à cette année, à juillet, après avoir quitté l'UNESCO le 2018 avec Donald Trump. Donald Trump, il a quitté l'UNESCO en 2018 parce que l'UNESCO, il était trop, très hostile, on peut dire, vers Israël. Et maintenant, les États-Unis, il a défini de retourner encore à l'UNESCO. Je pense aussi pour toute la situation qu'on a en Ukraine, pour être présent, pour être là-bas aussi au niveau de l'UNESCO. Et ça, c'est surtout pour l'UNESCO, c'est un avantage parce que chaque pays il doit payer l'UNESCO en partie que c'est défini pour l'économie de le pays. Le pays qui a le PIB le plus haut, il doit payer plus que les autres. Avoir le retour de les États-Unis à l'UNESCO, il était approuvé beaucoup et beaucoup de monde il est content parce que ça veut dire qu'il arrive beaucoup d'argent aussi. Tu es très clair, comme tu t'exprimes. Tu es très clair. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Moi, j'aurais Alors, une oui, question, si encore possible, Jean-François. oui, bien sûr. Est-ce que toi qui vis dans plus de pays que nous, qui enchaînent un peu les cultures, tout ce que vient de dire Bruno, est-ce que ça fait écho pour toi sur des choses que tu vois? Est-ce que ça te permet de voir différemment ou peut-être, j'y crois pas trop, d'espérer différemment? Parce que, voilà. Moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est dans le dernier pays où je me trouve maintenant, c'est en Syrie. J'ai vu une certaine présence de l'UNESCO liée, que ce soit au patrimoine, mais aussi que ce soit à l'aide d'urgence. On voit beaucoup de grandes tentes ou de tentes en plastique, on va dire, qui aident les gens pour s'abriter, etc., après le tremblement de terre aussi à Alep ou aussi après la guerre. Donc il y a une présence visible très forte, je dois dire. Euh, Concrètement, je n'arrive pas vraiment à comprendre quelle est leur activité, mais ça c'est parce que je suis depuis trop peu de temps en Syrie actuellement.
Et puis aussi parce qu'il y a plusieurs organisations qui œuvrent avec différents noms et je ne les connais pas encore toutes en fait. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont participé à la reconstruction d'un des châteaux les plus magnifiques qui existent au monde, qui est Crac des Chevaliers, qui est un château dans la vallée des Chrétiens, dans le centre de la Syrie, on va dire, qui a été pris par les terroristes et puis libéré et qui a souffert un petit peu. Et ils ont contribué à restaurer une partie de ce château des Croisés. Et voilà, ça c'est ce que je peux dire. Plus que ça, je ne connais pas un peu toutes les diatribes qui existent. Ça, je ne saurais rien dire sur ça. Voilà, j'ai dit mon petit mot aussi. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une autre question? Alors, sinon, je remercierais vraiment beaucoup Bruno et je voudrais juste reprendre une chose qu'il a dite parce que ça m'a beaucoup frappé quand Bruno a raconté du désir du chef de mission, de Monseigneur Éric Soviguidi, de ne pas seulement chercher à avoir une position juste, mais il a voulu commencer par créer une communauté. Oui. Ça m'a beaucoup frappé. Quand Bruno a dit alors les valeurs vécues et pas seulement proclamées. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être utile pour nous tous, où on a souvent tendance à vouloir faire de grandes déclarations et porter de grands jugements. Et ça nous a rappelé qu'avant tout, on doit commencer, nous, par vivre les choses. Il y a une citation russe qui dit sauve-toi toi-même et autour de toi, 1000 justes appariront. Voilà, c'est l'idée de créer une communauté qui devient un facteur de changement de toute la société. Et c'est beau de voir que cette petite communauté commence déjà là dans la représentation du Saint-Siège à Paris. Voilà, alors je voudrais vous souhaiter beaucoup de bonne continuation et un bon travail pour tout ce que vous allez faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Moi, Merci à vous et bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine Bruno, bon boulot.